Et l'invité de iTélé ce soir, c'est Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir Laurence Ferrari. Député des Yvelines, candidat à la primaire de la gauche. Vous avez écouté le discours de François Hollande, bien entendu, salvagram ce matin. C'était un discours de chef de guerre, comme le voulait son entourage, un discours d'homme d'État ou un discours de candidat en campagne? On a beaucoup vu le candidat, je crois. Il n'y a plus guère de doute sur le fait qu'il le soit. Lui-même va l'entretenir parce que ça lui permet comme ça de pouvoir continuer dans une vieille salle à Paris, de faire venir un parterre de gens très connus et de se livrer à un exercice que je trouve quand même un peu de vieille politique. C'est-à-dire... Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, je crois qu'il y a dans la conception qu'a le président de la République de la démocratie et de la République, une conception assez datée et d'une forme de démocratie assez appauvrie qui se résumerait finalement à la relation d'un homme au peuple français et la relation dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on donne finalement le pouvoir tous les 5 ans à une personne qui en toute impunité fait à peu près ce qu'elle veut. Et donc c'est une onction divine, c'est ça ? Je pense surtout qu'il y a aujourd'hui des Français qui se sentent invisibles. Invisibles dans le sens où quand ils votent, on ne respecte pas ce qu'ils demandent et on peut même être élu sur un programme et faire autre chose. Et après, quand ils expriment de la colère, du mécontentement, de l'impatience, on ne les écoute pas davantage, d'où la loi travail, d'où une série de décisions qui ont été parfaitement incomprises. Et je crois que si la démocratie française est aujourd'hui asphyxiée, s'il y a autant de gens qui se mettent à l'écart, qui décident de ne plus voter ou alors choisissent des votes extrêmes, c'est largement lié à cette attitude qui consiste à ne pas voir ces invisibles, à ne pas entendre ce qu'ils demandent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, et à continuer comme avant. Daté pour un homme du passé ? En tout cas, je pense que tout ça, c'est comme avant. Et au bout du compte, regardez ce qu'on nous propose. De refaire la pièce de 2012, peut-être même de 2007, avec les mêmes acteurs. 2007, c'était Ségolène Royal. Oui, mais je pense que c'était les mêmes acteurs. Non, mais au bout du compte, il y avait déjà Nicolas Sarkozy. C'est la même politique, d'hommes et de femmes qui appartiennent à la même génération, assez dorée cette génération, qui a plutôt s'est développée dans le confort des cabinets ministériels, sous le premier septennat de Mitterrand, le gouvernement ensuite, sous le second septennat de Mitterrand, autour de Lionel Jospin, et qui a connu finalement que la gauche au pouvoir, ou pour l'essentiel la gauche au pouvoir, sauf dans sa jeunesse, et qui aujourd'hui s'y accroche au point même, je pense, de refuser de regarder la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, hélas, en France, nous sommes en République, mais les citoyens, à travers leur bulletin de vote, n'ont plus le pouvoir qu'ils sont légitimes de demander. Et parce que ça ne change rien à leur vie, de voter droite ou gauche, et ça ne change rien au destin de la nation. Je pense que c'est là-dessus. Benoît Hamon, incarneriez une autre politique. Vous qui êtes aussi un homme du système, un homme du Parti Socialiste, un député, donc payé avec l'argent des contribuables. Je confirme. Non mais en quoi vous incarnez une autre politique différente? Il faut regarder ce qu'on propose. Et moi, j'essaye de tirer les leçons aujourd'hui de la crise démocratique dans laquelle nous sommes. Ce qui m'insupporte, c'est le fait qu'on prenne acte aujourd'hui que la moitié de la population ne vote pas et que même pour la moitié qui vote, on ne respecte même pas ce qu'elle demande. Et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que d'être dans le déni vis-à-vis de ça, de notre responsabilité collective, et la gauche en a une, et de responsabilité lourde. Et j'essaye de regarder la réalité en face. C'est pour ça que j'ai mis des idées d'ores et déjà en débat, le partage du temps de travail, rien de nouveau, sauf qu'on constate qu'aujourd'hui on va avoir des secteurs entiers dont les emplois vont être détruits par la révolution numérique. On ne dit rien de ce qu'on fera, d'ailleurs, quand on voit d'ailleurs sur Alstom. On n'anticipe absolument jamais, ou alors on sait que ça va se passer, on fait semblant de... Là, l'État qui demande qu'il faut encore négocier avant de fermer Alstom Belfort. Écoutez, l'État, il est actionnaire principal d'Alstom. S'il dit stop, c'est stop. Si aujourd'hui il est à essayer de se perdre dans des explications confuses, ça veut dire qu'il a acté le principe selon lequel il n'y aura plus d'unité de production à Belfort. Quand on est actionnaire principal, on dit on donne le là. Ou alors si on ne veut pas donner le là, on explique qu'on pense que oui, on doit délocaliser l'activité, mais qu'on arrête ces entre-deux insupportables. Si les gens ont fini par détester la politique et les politiques, c'est à cause justement de cette hésitation permanente. D'un État impuissant, quelle que soit la couleur du gouvernement ? Non, mais l'État, il peut parfaitement ne pas être impuissant. S'il choisit d'être impuissant, là, c'est de l'impuissance volontaire. Et qu'on fait semblant, on mime, on singe la puissance, mais en réalité, on décide de laisser le pouvoir à d'autres. Si on décide de laisser le pouvoir au PDG d'Alstom, qu'on le dise. Et là, il fera effectivement ce qu'il veut. Mais si ça a encore du sens que l'État soit actionnaire d'Alstom, eh bien l'État doit dire stop. Et s'il dit stop, il n'y a pas de fermeture du site à Belfort. Un mot sur le partage du temps de travail que vous évoquez. En quoi est-ce que revenir à 32 heures, c'est ce que vous proposez? Non, pas forcément. D'abord, vous observez qu'aujourd'hui, la France, elle est partagée en deux familles de personnes. Ceux qui n'ont pas de travail
ceux qui en ont, et quand ils en ont, ils ne sont pas forcément très heureux. On a un développement de la souffrance au travail dans ce pays. Là encore... Ils ont peur de perdre leur travail aussi. Oui, ils ont peur de le perdre. Et quand ils travaillent, aujourd'hui on a des horaires qui sont de plus en plus difficiles, qu'on ne choisit pas. On travaille alors qu'on a quitté l'entreprise. Pourquoi ? Parce que vous êtes sollicité par mail, etc. etc. On a un développement des pathologies psychiques liées au travail considérable, c'est-à-dire des gens qui s'effondrent. Oui. Et donc on a des gens heureux au travail, hein, il en existe, des gens malheureux au travail et des gens qui n'ont pas de travail. Je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a des secteurs entiers dans lesquels les emplois vont être détruits, on le voit dans les transports, on le voit dans la grande distribution, d'abord il faut anticiper tout cela et puis il faut penser le partage du temps de travail différemment. Je pense aussi qu'il faut créer ce revenu universel, c'est-à-dire ce revenu de base dont disposeraient tous les Français et qui permettrait de se choisir une vie dans laquelle on dépendrait moins du travail qu'auparavant. Alors, on me dit, mais c'est utopique. Ben moi, j'observe... Comment vous financez, surtout ? Mais voilà, toujours par le petit bout de la lorgnette. Non, mais en même temps, vous croyez qu'il y avait eu des journalistes comme vous qui avaient demandé au Conseil national de la résistance comment vous financez la sécurité sociale, je ne suis pas persuadé que le CNR et tous ceux qui le faisaient se seraient dit... Merci pour la comparaison. Non, mais je vous dis juste simplement... Mais la sécurité sociale, c'était une innovation. Quand on a fait le RMI, c'était une innovation. Et on n'y est pas rentré en se disant, oulala, comment est-ce que M. Hamon... On peut se demander combien ça coûte aussi. Mais évidemment, c'est pas un gros mot. Ça dépendra si on le fait à 500 euros, à 750 euros ou à 1000 euros. Parfaitement. Et ça coûtera notamment parce que c'est une redistribution d'allocations qui existe déjà, qu'on peut en rajouter, qu'on peut parfaitement aujourd'hui considérer qu'une partie des dépenses qui sont des dépenses inutiles que l'on fait sous la forme d'une distribution de crédits d'impôt à des entreprises qui ne le réinvestissent pas dans l'emploi peuvent être affectées au financement de ce type de mesures. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que aujourd'hui, être innovant socialement, dire simplement que le progrès social est possible dans une société qui n'a jamais été aussi riche et jamais été aussi éduquée, on vous oppose à chaque fois « Ouh là là, monsieur Hamon, ou qui que soit d'autre, ça n'est pas raisonnable ». Si, c'est parfaitement raisonnable. Non seulement c'est raisonnable, mais c'est possible. Et la question qui nous est posée, elle est celle-là. C'est est-ce que aujourd'hui, on est capable d'avoir les mêmes audaces, la même créativité, la même innovation que celles et ceux qui, au sortir de la guerre, au sortir de 68... Dans un contexte économique identique. Mais écoutez, vous croyez qu'aujourd'hui on ne crée pas de la richesse partout ? Cela étant dit, je vais vous dire, moi je pense on est au plein emploi aujourd'hui ? Non, on ne l'est pas. C'est d'ailleurs la promesse des dirigeants de ce pays depuis 30 ans qui vous disent cap sur la croissance, comme on est en train de vous le dire à droite, comme on le dit chez certains à gauche, cap sur la croissance, sauf que la croissance n'arrive pas. Pourtant on lui a sacrifié la dépense publique, on lui a sacrifié le code du travail et elle ne vient toujours pas. À cause d'une hausse écrasante des impôts aussi sur les classes moyennes. Moi je pense qu'aujourd'hui on doit se poser la question de savoir si c'est bon ou pas de faire de la croissance quand c'est insoutenable sur le plan environnemental et quand on est obligé de lui sacrifier autant de droits sociaux. Est-ce que c'est ça que l'on vise, finalement, la croissance du PIB, pour se rendre compte que même quand le PIB augmente, le bonheur des gens n'augmente pas ? Le progrès social n'est plus au rendez-vous. Moi, je souhaite que, puisqu'on est dans une révolution numérique et digitale, que ce progrès technologique peut améliorer nos vies, je pense que ces questions-là doivent être des questions centrales de l'élection présidentielle. Moi, je n'ai pas envie d'attendre qu'on me dise que demain, je pourrais passer mon caddie sous un portique qui va scanner toutes mes dépenses et puis de me rendre compte que finalement, il n'y a plus de caissière et plus d'êtres humains autour de moi. Que je peux prendre une voiture sans chauffeur qui va guider mon trajet. Ce sera sans doute un progrès, mais pour me rendre compte que je suis dans une relation totalement déshumanisée. Eh bien, tout ça, ça arrive. Ces questions ne sont pas posées. J'aimerais savoir ce que le président de la République en pense. Il y a une vraie question démocratique, puisque c'était son sujet de dissertation du jour, c'était la démocratie. Il ne l'a pas traité ? Où se traitent ces questions-là ? Est-ce qu'on subit ces décisions ? Est-ce qu'on subit des changements décidés par des grandes sociétés américaines multinationales qui ne payent pas d'impôts ? Où on se pose la question de savoir, quand une machine remplace l'homme, la machine ne doit-elle pas être taxée ? Où on décide que finalement, on n'accepte pas qu'il y ait seulement des progrès technologiques qui se traduisent par finalement une disparition des relations humaines, mais on fait en sorte que le progrès technologique soit au service du progrès social. Moi, ça m'intéresse, ça. C'est ce que je mets dans le débat de l'élection présidentielle. Et je ne me contenterai pas, honnêtement, d'une vision recyclée de la Ve République qui finalement amène à quoi ? Vous auriez pu dire quatrième alors ? Non, c'est la cinquième, parce que c'est le pouvoir concentré à un seul homme, et qui amène à quoi ? Finalement, à ce qu'on recycle les vieux débats. Je vais vous dire au fond, heureusement qu'il va y avoir Emmanuel Macron et moi dans cette présidentielle, ça va mettre un peu d'air. Et Arnaud Montebourg, vous l'avez oublié ? Non, je n'oublie pas Arnaud, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être...
faut regarder la société telle qu'elle est et pas forcément avec les solutions qu'on défendait en 2007 ou 2012. Moi, je pense aujourd'hui que dire qu'il faut faire de la croissance, alors qu'on sait que pour faire de la croissance, il faudra peut-être aller réaliser des ponctions sur nos ressources naturelles, en eau, en bois, en énergie fossile, au point qu'on prend des risques avec notre environnement. Tout ça, c'est quand même l'intérêt général, c'est de se dire, bah oui, effectivement, il y a des dérèglements climatiques. Est-ce qu'on peut continuer des politiques économiques dont on sait très bien aujourd'hui qu'elles vont se traduire, si on ne change rien, par davantage de dégâts environnementaux et toujours pas de progrès social. D'accord. Est-ce que c'est Emmanuel Macron, votre véritable adversaire dans cette... pas de primaire, il n'a pas dit qu'il se présenterait il n'a pas dit qu'il se présenterait dans la primaire 2. Moi, j'aimerais qu'il se présente à des primaires. J'aimerais que tous les candidats qui se disent de gauche se présentent à des primaires de gauche. Pour quelle raison ? C'est qu'aujourd'hui, le scénario qui se prépare avec François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et qui que ce soit d'autre qui se présenterait au premier tour de l'élection présidentielle, c'est une gauche tellement fragmentée qu'aucun de ceux-là finalement, on est qualifié au second tour des élections présidentielles. Ce que disent les sondages si nous faisons une primaire de gauche, nous sommes certains d'avoir un candidat au second tour de l'élection présidentielle. Probablement face à Marine Le Pen. Tout ceci est parfaitement possible. Et pourquoi est-ce que c'est possible ? C'est que quand on met de côté les détestations entre les hommes, et qu'on regarde ce que les uns et les autres disent sur l'Europe, sur le modèle de développement, le fait qu'on rompe avec le tout pour la croissance, sur la question sociale et le travail, la prise en compte de la souffrance au travail, du bien-être au travail. Sur toutes ces questions-là, on voit qu'en fait, on n'est pas si loin que ça. Et quand on a des débats à trancher, ils peuvent être parfaitement tranchés sans pour autant que ça se traduise par du vacarme, du tumulte, du fracas qui amène à considérer un Manuel Valls et un Jean-Luc Mélenchon comme irréconciliables à vie. Bon, soit peut-être que les deux hommes sont irréconciliables, peut-être que sur le fond, on peut construire autre chose qu'un scénario catastrophe. Et vous êtes réconciliable avec Manuel Valls, Benoît Hamon ? Sur le plan personnel ? Oui. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas dans les fâcheries, mais je suis en désaccord avec le projet politique qui est le sien. Je considère aujourd'hui que dire que la fracture, elle est entre les Républicains et tous les autres, je ne sais pas bien ce qu'est sa République. Et au bout du compte, je ne partage pas la même vision de la République qu'un Christian Estrosi, je vous le dis. Et je veux simplement dire qu'on ne s'en sortira pas, c'est valable pour lui comme pour le président de la République, avec un discours qui consiste à dire, regardez, Nicolas Sarkozy, c'est horrible, et par contraste, nous, ça l'est moins. Bon, c'est le débat entre le pire et le moins pire, ça ne fera pas le débat de l'élection présidentielle. Voilà. Vous saluez la phrase de François Hollande qui a dit qu'il refuserait toute législation de circonstance, notamment sur le burkini. Ça va dans votre sens ? Je suis d'accord avec cela. Je me réjouis qu'il ait dit qu'on ne ferait pas de législation spécifique ou sur le burkini ou sur le voile à l'université. Passage, tous les présidents d'université disent que c'est parfaitement inutile, qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public, mais il y a des candidats à l'élection présidentielle qui décident que c'est un problème. Je regrette cependant que le président de la République a eu des mots très forts, et je les salue sur le fait que la République était une et indivisible, qu'elle ne devait distinguer aucun de ses enfants. Je regrette qu'il ait eu cette initiative malheureuse de la déchéance de nationalité, parce que ça reste aujourd'hui quelque chose, finalement, sur lequel une forme de rupture s'est installée, y compris au cœur du peuple de gauche, parce qu'on a donné le sentiment qu'on voulait introduire une vraie distinction entre les enfants de la République et l'inscrire dans la Constitution, une inégalité devant la loi. C'était une faute politique. Il est revenu dessus, fort heureusement. Il a un discours qui donne le sentiment que, voilà, on est passé à autre chose. Je m'en réjouis, mais il faudra aller un peu plus loin, oui. On termine par un clin d'œil, si vous me le permettez, Benoît Hamon. On va parler du nom de votre micro-parti Elpis, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire divinité de l'espoir, c'est ça, en grec ancien. Oui, dans la boîte de Pandore, Elpis, c'est l'espoir et pas voilà, autre chose. Elle y reste d'ailleurs enfermée, ce qui peut être, on peut y voir un symbole négatif. Moi, j'essaye d'y voir un symbole positif, mais arriver à faire rire Twitter avec... Voilà, regardez, la France se mouille. On a pas mal de réactions d'internautes, donc vous maintenez évidemment le nom de... Je ne veux pas en changer, je serais ridicule. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on va passer à autre chose. Twitter, c'est pas la vie des Français. C'est un clin d'œil. Oui, j'ai bien compris. Vous avez de l'humour. Oui, c'est pour ça que je ne changerai pas de nom. Très bien. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, la météo et le journal. À tout de suite sur